Monsieur le recteur de la Grande Mosquée, président de l'IFCM, cher Kamel Kaptan, monsieur le président du Conseil français du culte musulman, je salue l'ensemble des autorités morales, religieuses qui sont autour de nous, madame la sénatrice de Paris, mesdames, messieurs les représentants de différents cultes. Je veux saluer également Tarek Oubrou, bordelais, que j'avais connu dans mon affectation antérieure et que je suis heureux de retrouver même furtivement. Mesdames, Messieurs, est-il logique qu'un représentant de l'État vienne s'exprimer dans un colloque de ce type? Certains pourront se dresser en disant « horribilis », mais je fais partie de ceux, et les responsables publics de notre pays aujourd'hui que je représente sur ce territoire font partie de ceux qui disent « oui, il faut que l'État soit là, il faut que l'État soit dans le dialogue, dans l'échange, dans le débat avec vous ». Je suis donc heureux d'être parmi vous et je veux vous remercier, cher Kamel Kaptan, de votre invitation. Et permettez-moi de vous féliciter de cette initiative, de cette journée d'échange et de débat autour du dialogue intra-musulman, sur lequel je me garderai bien de dire grand-chose, et des musulmans dans la société, où là, le représentant de l'État évidemment peut dire un certain nombre de choses. Comme toutes les religions, mais au-delà, comme toutes les écoles de pensée, peut-être au-delà, comme toutes les institutions, l'islam n'échappe évidemment pas à la nécessité d'opérer en son sein des débats qui lui permettent de mieux se situer dans la société, de se positionner pleinement au sein et au regard des enjeux du temps. Cette opportunité de débat, d'abord de débat interne, me semble bienvenue. Et si j'en juge par la qualité des intervenants que vous avez réunis, cette nécessité est à l'évidence reconnue par tous. Ce dialogue auquel vous consacrez votre journée, à coup sûr, contribue à la consolidation d'un islam fort et structuré. Et les responsables publics, les responsables de l'État, tous les acteurs républicains de la sphère publique l'appellent de leur vœu, c'est tout le sens du CFCM, un islam fort et structuré, et un islam, évidemment, respectueux des valeurs de la République et, à ce titre, respecté de la République. À Lyon, le dialogue, le débat intra-interreligieux constitue une tradition bien ancrée, bien antérieure à ma très récente venue parmi vous. Et si j'en juge par quelques 15 mois de présence, là je mesure à quel point l'échange, le dialogue, le débat entre les pouvoirs publics et l'islam ici est permanent. Du côté des pouvoirs publics, c'est certes l'État, votre serviteur et ses équipes, les collectivités locales, et vous avez souligné à juste titre l'engagement de la ville de Lyon, mais aussi l'ensemble des religions monothéistes, et il n'est pas rare de voir autour d'une même table, d'une table de réunion, le recteur, le cardinal ou son représentant, souvent le cardinal lui-même, le grand rabbin, l'église arménienne, l'église protestante unie, bien d'autres encore, et les représentants de mouvements athées. Ce dialogue est permanent, il est riche, et je veux saluer de ce point de vue l'ambition de l'Institut français du culte musulman, projet que vous portez à bout de bras, pour lequel l'État s'est engagé à vos côtés. Le ministre Bernard Cazeneuve vous l'a signalé. Quand je dis s'engager, c'est certes un soutien moral, intellectuel, philosophique, politique, mais c'est aussi un soutien financier. Et cette démarche est bonne et est à nos yeux extrêmement importante. Un certain nombre d'initiatives concrètes
mérite d'être souligné. Je pense en particulier à votre implication dans le dispositif de formation des imams. Je crois que vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, en lien avec l'Université catholique, en lien avec Lyon 3, pour le diplôme universitaire de laïcité, et puis au sein même de l'Institut français du culte musulman, la formation que vous délivrez. Ce dialogue, ces réflexions sont plus que jamais nécessaires dans notre pays qui a été profondément marqué, meurtri, bouleversé, sidéré même par les événements de 2015, les attentats de janvier et plus encore ces attentats effroyables du 13 novembre. Le 15 décembre dernier, j'avais pris l'initiative à la préfecture, c'était un mois donc après ce drame, d'organiser une grande réunion avec nos amis musulmans. Nous avons convié l'ensemble des responsables de salles de prière, de mosquées du département, et l'ensemble des maires des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces salles de prière, ces mosquées, à la fois pour bien marquer la lâcheté de tout ce qui s'assimile à un amalgame. Les musulmans sont 2 fois victimes des attentats, c'est les premières victimes quand on regarde le bilan à l'échelle du monde, et ce sentiment dans notre pays de devoir subir des regards durs ne sont que le reflet d'un amalgame qui prend sa source dans des sentiments de repli, de surchoix, de rejet de l'autre, que nous devons condamner avec la plus extrême fermeté. Et lors de cette réunion du 15 décembre, nous avons convenu de déboucher sur des engagements, sur une charte départementale que nous avons approuvée, qui a été proposée par mes interlocuteurs musulmans, conforter le culte musulman par la création d'un conseil des imams du Rhône, en incitant les imams précisément à s'inscrire à l'IFCM pour recevoir la formation que vous dispensez, regarder de plus près le fonctionnement des associations, salle par salle, mosquée par mosquée, pour y instaurer davantage peut-être de rigueur financière, de rigueur administrative et juridique, et encourager autant que cela est possible, parce que la loi française ne permet pas de l'imposer. La loi de 1907 avait corrigé la loi de 1905. Donc encourager autant que faire se peut un découplage local entre une association cultuelle et une association culturelle, et c'est vrai que j'ai invité les maires des communes à s'impliquer dans ce qui est l'association culturelle. S'impliquer, ça peut vouloir dire mettre à disposition une salle, un gymnase pour telle ou telle fête, pour telle occasion, voire même, certains l'acceptent, de siéger comme membre d'honneur ou comme membre de droit au sein du conseil d'administration de l'association culturelle, d'où la nécessité d'en avoir 2, puisque le maire n'a rien à faire dans l'association cultuelle. Un des axes également de travail dont nous étions convenus lors de cette réunion, et que traduit cette charte, c'est l'ouverture de l'islam à la société. Comment porte le projet votre IFCM, monsieur le recteur, mais aussi des initiatives qui ont été prises de journées portes ouvertes ou d'accueil du grand public. Également, tout le monde avait retenu avec beaucoup d'intérêt l'orientation qui figure dans cette charte de donner toute leur place et aux jeunes et aux femmes dans l'expression de l'islam sur le territoire. Ces engagements sont pris et je m'efforce de les faire relayer commune par commune par des chartes que les maires peuvent et doivent signer. En tout cas, je les y encourage avec leurs interlocuteurs locaux. L'idée est de conforter la place de l'islam, de mieux le reconnaître sur nos territoires, de lui faciliter l'existence lorsque c'est nécessaire. Il y a parfois ici ou là des chipoteries qui sont d'un autre temps, mais inversement de bien marquer que tout cela n'a de sens que si l'islam s'inscrit pleinement dans le respect des valeurs de la République. Lyon bénéficie d'un écosystème très favorable à ces projets, à ces démarches. Il y règne un esprit de concorde et le vivre ensemble des différentes communautés est porté sans aucune ambiguïté au niveau des têtes,
si je puis dire, toute la question est de le faire décliner, de le faire percoler jusque dans les quartiers, jusque dans les campagnes, jusque dans toutes nos communes et tous nos territoires. Et l'État entend prendre toute sa place dans ce dialogue, d'abord en soulignant la nécessité, en favorisant la mise à œuvre par des gestes symboliques, par des mesures fortes aussi. Les mesures fortes peuvent être également la nécessité de contrer les dérives. Et chacun, je crois, connaît la fermeté qui a été la mienne et qui continuera à être la mienne au nom du gouvernement de la République pour mettre fin à un certain nombre de dérives qu'on a constatées ici ou là, dans des salles, dans des mosquées. J'avais fermé une mosquée à l'Arbrel dans le cadre de l'état d'urgence. Cet arrêté de fermeture était motivé. Le juge administratif, d'ailleurs, qui avait été saisi, l'a validé. L'association locale a été remise sur pied. Nouveaux responsables ont vu le jour et j'ai eu grand plaisir d'aller réouvrir cette mosquée en abrogeant l'arrêté que j'avais pris. Lutter contre les dérives, évidemment, est une priorité pour nous, mais je sais que c'est une priorité pour vous aussi. De ce point de vue, je veux saluer, cher Kamel Kaptan, votre engagement à nos côtés. Vous me l'avez présenté récemment dans cette politique essentielle pour notre pays, qui est la prévention de la radicalisation. Prévention de la radicalisation ou la réponse aux situations notamment de jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles radicalisés. Les projets dont vous m'avez parlé recueillent évidemment le plein accord de l'État et nous verrons comment bien les articuler avec la politique que met par ailleurs en œuvre le gouvernement. Nos relations, vous le voyez, sont confiantes. Notre partenariat se veut toujours constructif et il se situe dans un cadre éminemment républicain, dans le respect de la laïcité. La laïcité est un concept franco-français d'une subtilité extrême qu'on a parfois un peu de mal à faire comprendre et à l'extérieur, mais sur notre territoire même. Il donne lieu à des visions qui peuvent être parfois différentes, ce qui n'est pas grave, mais divergentes, ce qu'il est davantage. La laïcité permet à chacun de faire le choix de croire ou de ne pas croire. Et si quelqu'un veut croire, ben c'est le choix de la religion qui lui appartient et à lui seul. La laïcité est donc un code de liberté religieuse, reconnaît la liberté religieuse dans notre pays en donnant la garantie aux croyants de pouvoir pratiquer leur culte de façon digne et paisible. Et là, cette liberté n'a de limite que celle que la loi organise. Toute la question est de savoir quelle est la limite qu'organise la loi, et on est dans un temps où la question des curseurs, par exemple, sur ce qui relève totalement de l'espace intime ou de l'espace privé, ou totalement de l'espace public où la religion n'a pas sa place, la question de la réflexion sur les curseurs dans cet espace intermédiaire est une réflexion extrêmement importante et de grande actualité. Et puis la laïcité postule aussi, et je le rappelle régulièrement, parce que peut-être parfois ça n'a pas, sinon été suffisamment dit, du moins insuffisamment compris, que la laïcité signifie que dans notre pays, la loi de la République l'emporte toujours sur les autres normes, qu'elles soient morales, philosophiques ou religieuses. Et cette suprématie de la loi de la République est une condition à la fois de la liberté religieuse que reconnaît la loi, plus encore peut-être une condition du vivre ensemble, de l'acceptation des religions, de toutes les religions, par les citoyens de ce pays. Cette force de la loi républicaine, cette force de la règle de droit au-dessus des autres doit être évidemment soulignée. Le thème de votre colloque est particulièrement ambitieux, du dialogue intramusulman au dialogue social. Les pouvoirs publics ont besoin d'interlocuteurs forts pour représenter le culte musulman. Les divisions, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la cause, affaiblissent la capacité de l'islam à s'exprimer non pas d'une seule voix, mais d'une voix une, ce qui ne veut pas dire évidemment la même chose. Et dès lors que le dialogue interne que vous entendez promouvoir répond à cette difficulté, contribue à répondre à cette difficulté, il ne peut qu'être soutenu, souhaité
et encouragée par l'État. Et il n'échappe à personne que le besoin de prise de position claire ne manque pas sur de multiples sujets. Dans un pays comme le nôtre, bien des thèmes sociétaux nourrissent en effet l'actualité, qu'il s'agisse de la question des familles, de la place des femmes, du divorce, du mariage, de l'adoption, qu'il s'agisse des questions liées à la fin de vie, qu'il s'agisse des perspectives ouvertes par la génétique ou par la médecine moléculaire, avec toutes les questions éthiques que cela pose. Tous ces thèmes qui font débat dans notre société doivent pouvoir être abordés par la religion, par l'islam en particulier, sans tabou, entre vous et avec les autres. Oui, vous avez donc raison lorsque vous écrivez que, je vous cite, cher recteur, l'islam ne peut rester indifférent aux problèmes sociétaux. C'est évident que non, mais il doit porter une voix. Ce sera pour vous, j'en suis convaincu, le fait de porter cette voix, une force que d'apparaître présent dans ces débats, de démontrer votre capacité de les mener, une force pour vous-même et une force pour conforter votre place dans notre société, dans notre pays, en précisant vos choix, vos orientations, vos manières de voir sur les grands thèmes qui traversent notre société, qui traversent le monde d'aujourd'hui, dans nos pays, en Europe, en France, en acceptant d'en discuter avec les autres. Vous donnez à chacun la possibilité de mieux comprendre ce qu'est votre religion et peut-être aussi pour vos fidèles, pour les croyants, de mieux appréhender ce qu'elle peut lui apporter et comment elle peut l'aider à mieux se situer dans le monde d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, face au défi du djihadisme et à la montée en puissance de dérives salafistes, j'emploie le mot le plus simple et je ne me permettrai pas de rentrer dans des considérations trop complexes, la simplicité est toujours bonne conseillère. Face à ces dérives, face à ces risques, les responsables musulmans de France doivent plus que jamais s'exprimer sur tous les sujets, pour convaincre la société tout entière que l'islam ne rejette pas, qu'il n'a pas pour vocation de combattre les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, ou ceux qui seraient des mécréants, voire même les mauvais musulmans, comme on lit parfois sous certaines plumes, hélas. Vous avez besoin de vous exprimer pour qu'on vous entende, pour illustrer ce qu'est l'islam et ses splendeurs. Il suffit de lever la tête. La beauté de cette mosquée, monsieur le recteur, et dire que votre foi ne s'oppose pas aux lumières et aux valeurs d'humanisme qui ont fait notre histoire et qui sont le fondement de notre démocratie. Pour démontrer que l'islam, dans notre pays, est parfaitement compatible avec les valeurs de notre vivre ensemble, valeurs inscrites dans la modernité, modernité que l'on ne va pas d'un trait de plume rayer de notre environnement. Et pour montrer à tous, partant de là, que votre culte a toute sa place dans une république qui lui fait cette place, qui le respecte, dès lors qu'il en respecte les lois et les valeurs. Votre colloque d'aujourd'hui vous projette sur des terrains d'une importance majeure pour vous, pour toute la société. Félicitations de nouveau de vous être lancé sur ce chemin. Votre initiative d'aujourd'hui contribuera donc, je le souhaite et je n'en doute pas, à conforter encore l'esprit de concorde qui prévaut ici à Lyon, comme il doit prévaloir dans tout notre pays. Au-delà de cet esprit de concorde, permettez-moi pour conclure de revenir sur le terme de fraternité, dont vous savez, cher Kamel, et je salue aussi, je vais y arriver, M. Gassi, toutes et tous, combien il m'est cher. Dans notre devise républicaine, il y a la liberté, il y a l'égalité, il y a la fraternité. La liberté n'a de sens qu'à travers la règle de droit. La liberté sans la règle de droit, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. À la fois l'état de droit a pour finalité la liberté, en reconnaissant la place des individus, mais la liberté n'existe que parce qu'il y a une règle de droit. Et cela renvoie aux observations que je faisais par rapport à la norme de droit, de la règle républicaine, par rapport à toutes les autres normes morales, philosophiques ou religieuses dans un pays. L'égalité, deuxième mot de notre devise,
dont on dit souvent que l'égalité est plus chère au cœur des Français que la liberté. Tocqueville avait souligné cela au XIXe siècle, on s'en souvient tous dans son de la démocratie en Amérique. Ce combat de l'égalité est un combat important. Je dis parfois, si je reviens à mes fonctions de préfet de Corse, je disais Claude Érignac, et l'écho me renvoyait Bonnet. Parfois je plaide l'égalité et l'écho me renvoie les discriminations. Et je veux dire à quel point il me paraît d'une importance capitale pour notre pays, pour notre République, que nous menions une lutte sans relâche contre les discriminations, je pense en particulier, mais pas seulement, mais en particulier, pour les discriminations à l'embauche qui peuvent toucher des jeunes de nos quartiers, qui peuvent être d'origine, de confession musulmane, mais peu importe, mais qui voient les portes se fermer devant eux à cause de leur nom, de leur prénom ou de leur adresse. Ce combat républicain me paraît d'une priorité absolue. Et puis il y a le terme de fraternité, qu'à mon avis, je le disais à Madame la sénatrice, et qu'Abel Captan me l'a souvent entendu dire, on ne cultive pas assez. Trop souvent, on assimile la fraternité à la solidarité. La solidarité est une forme de fraternité. Mais attention de ne pas se laisser et de se limiter simplement à ce cadre réducteur. Après tout, la solidarité, je paie l'impôt, derrière il y a de la redistribution dans un pays comme le nôtre, et ben, avec mon impôt j'ai été solidaire et j'étais fraternel, ça n'a rien à voir. La fraternité est celle du cœur et celle du regard. Et plus que jamais, notre République, notre pays, dans les temps difficiles qu'il traverse, a besoin que cette fraternité irradie le cœur, l'esprit et le comportement de chacun. C'est ce que je souhaitais venir vous dire en formant des vœux sincères pour le succès de cette journée. Je vous remercie.